13h30, le journal. Journal qui vous est présenté par Thomas Dufrane. Rebonjour Fabrice, rebonjour à tous. Un nouveau marathon de vitesse est lancé depuis ce matin et pour 2 jours. Des contrôles dans toute la Belgique et à Bruxelles. C'était d'ailleurs le cas ce matin sur l'avenue de Tervuren. Des riverains et des commerçants de Jette s'inquiètent d'un vaste chantier dans le centre de la commune. Il y aura moins de places de parking et moins d'espace pour les livraisons. Après près de 70 ans, le panneau Coca-Cola de la place de Brouckère s'est éteint. La marque a perdu son recours pour régulariser sa situation. Levez le pied si vous prenez la route aujourd'hui et demain. C'est le retour du traditionnel marathon de la vitesse. Contrôle renforcé depuis ce matin 6h et jusqu'à demain jeudi. 100 zones de police participent en Belgique et c'est le cas de la zone de police Montgomery qui a installé un barrage ce matin sur l'avenue de Tervuren. Depuis ce matin, c'est relativement calme. Écoutez Brice de Marteau, commissaire de la zone de police. Le but, c'est de sensibiliser la population à se rendre compte que rouler plus vite, qu'est-ce qu'on y gagne en fait ? Le gain est clairement minime. Rouler plus vite n'apporte pas grand-chose. Par contre, il reste néanmoins que rouler plus vite reste une des causes principales dans le nombre de tués et de blessés sur les routes et les accidents de la route. Beaux-Arts tient sa nouvelle directrice générale. Le conseil d'administration a proposé hier Sophie Lowers, directrice des expositions du musée depuis 2011. Elle connaît donc très bien l'institution et a été sélectionnée parmi 18 candidatures. Dernière formalité avant l'officialisation, la désignation doit être approuvée par le conseil des ministres. Mais cela fait donc peu de doute. La ministre Sophie Wilmès, en charge justement des institutions culturelles, a d'ailleurs salué déjà un renouvellement pour Beaux-Arts. Des commerçants de la rue Léon Théodore à Jette se lèvent contre un chantier de réaménagement de l'artère. C'est prévu à partir des prochaines semaines et pour plusieurs mois. En fait, la commune profite de travaux sur les rails de tram pour réaménager toute la rue de façade à façade avec des conséquences sur la mobilité dans le quartier. Reportage. Des nouveaux arrêts de tram, des trottoirs élargis et des places de parking supprimées. Voilà à quoi devrait ressembler la rue Léon Théodore après le chantier. Un projet qui fait peur à de nombreux commerçants. Nous avons quand même une clientèle qui vient en voiture, qui se plaint déjà énormément de ne pas trouver de place de parking, de devoir tourner parfois plus de 15 minutes avant de pouvoir se garer, ou qui parfois tout simplement font demi-tour et décident d'aller chez un concurrent, là où le parking est plus facile. La rue commerçante se fait vieillissante, alors pour la commune, ce chantier est une opportunité. Bernard Van Nuffel, premier échevin de la commune de Jette. Ça, au XXIe siècle, c'est plus possible. Donc quand on réaménage, on doit faire un réaménagement pour les décennies à venir et qui tient compte de la mobilité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les places réservées à la livraison sont prises, les livreurs stationnent déjà en double file le temps de décharger. Pour Marc de Greyse, membre du collectif des riverains, ces scènes risquent de se multiplier après le chantier. Si on peut garder des places de chargement-déchargement, ce serait judicieux et ça ne provoquerait pas un capharnaüm dans le quartier parce que ça va tourner en rond, ça va klaxonner, ça va être invivable. La commune et les riverains se rencontreront demain pour une réunion de concertation. Le chantier devrait commencer début 2022 et durer 2 ans. Le célèbre panneau publicitaire Coca-Cola sur la place de Brouckère s'est définitivement éteint. C'était une volonté du secrétaire d'État à l'urbanisme, Pascal Smet. La marque de soda a perdu son recours pour régulariser sa situation. Alors que va devenir ce panneau ? C'est désormais toute la question. Il pourrait être enlevé ou transformé en œuvre de street art. Une réflexion va être lancée par la région. Il est 12h34. On va parler maintenant d'un générateur électrique qui fait du bruit, beaucoup de bruit, au sens propre et au sens figuré. Les riverains d'un quartier d'Ixelles sont ulcérés. Depuis plusieurs semaines, un générateur a été installé pour alimenter un nouveau restaurant. Il est bruyant, ce générateur, il est odorant et il a été installé en dépit de certaines règles. Voyez ce reportage. Beaucoup de bruit, des odeurs de mazout et des vibrations. Les nuisances engendrées par ce dispositif électrique au croisement de la chaussée de Boundal et de la rue Émile Banning sont nombreuses. Ça démarre le matin à 8h et ça se terminait à minuit. Donc on a commencé par effectivement se plaindre du bruit. Au début, nous pensions que ça allait durer un jour ou 2 ou 3, le temps de faire des travaux. Et puis, ça dure en fait depuis le 13 septembre. D'après le rapport d'un spécialiste de l'acoustique, les nuisances sonores outrepassent de 20 décibels les normes bruxelloises. Alors ces habitants n'en peuvent plus et ce week-end, ils ont mis en place une pétition qui a déjà récolté 46 signatures. Tous ceux qui habitent dans les rues avoisinantes en fait, puisque le son se propage partout et la nuit c'est particulièrement difficile de s'endormir. Certains voisins se sont plaints de troubles du sommeil.
Les gérants de l'établissement ont bien soumis une demande auprès de la commune pour réserver l'emplacement devant leur restaurant. Elle leur a été accordée, mais pas pour y disposer un générateur électrique. L'exploitant, il se doute bien quand même que mettre un générateur comme ça dehors nécessiterait une autorisation en bonne et due forme. Et qu'il y a autour de nous, moi j'ai jamais vu un exemple comme ça, où il y a tout à coup un restaurant qui en plus n'est pas en ordre d'ouvrir parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation explicite d'ouvrir son restaurant. À un moment donné, il y a quand même des limites par rapport à ça. Et à l'origine du problème, il semblerait que l'infrastructure électrique du restaurant ne soit pas suffisante et les occupants des lieux estiment que Sibelga a trop traîné à effectuer les travaux. Le créneau que nous avons reçu de la part de la région pour travailler dans cette voirie est situé entre octobre de cette année et fin de l'année. Donc Sibelga est clairement dans les temps et s'inscrit dans cette autorisation. Et Sibelga assure que les travaux seront terminés d'ici la fin du mois. En tout cas, les gérants n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra, mais ils ont expliqué que le restaurant resterait finalement fermé jusqu'à cette date. C'était le journal de Thomas Dufrane. Merci beaucoup Thomas. 18h, ce sera le prochain journal de la rédaction de BX1. Dans la suite de cette émission, on va vous parler de la communauté Rome en région bruxelloise. On vous proposera ensuite de découvrir un album de jazz. C'est Arthur Possing, c'est un pianiste luxembourgeois. Il viendra à Bruxelles dans le courant du mois de novembre. Et puis on aura un micro ouvert puisqu'on est mercredi. Et c'est Zouz qui nous parlera en fin d'émission de cette fameuse panne de Facebook, Instagram et WhatsApp que vous avez peut-être pu observer avant-hier. BX1+. Le face-à-face. Voilà, mais notre face-à-face, donc notre débat quotidien, on va le consacrer aujourd'hui au football et pas à la version la plus glorieuse du football. On va parler de matchs truqués, de corruption, d'évasion fiscale. On va en discuter avec Thierry Luthers, qui est journaliste à la RTBF et qui a co-réalisé avec Patrick Remac un documentaire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. On sera avec Benjamin Vasseur, qui est président de Bruxelles Football et également administrateur à l'Union belge, et puis peut-être en position d'arbitre, un universitaire, Jean-Michel De Waal, qui suit beaucoup le foot pour l'Université libre de Bruxelles. On va d'abord rappeler un petit peu, pour ceux que ça ne passionne pas, mais qui voudraient quand même suivre le débat, ce qui s'est dit ces derniers jours. Sabine Rigelheim, c'est pas toujours à l'honneur du foot, hein. Alors le documentaire constitue en quelque sorte le soubresaut, on va dire, le plus récent du Footgate, qui continue donc de faire trembler la planète foot belge. Alors pour rappel, en octobre 2018, 44 perquisitions vont être menées notamment dans plusieurs clubs de D1A, chez des arbitres, des journalistes et des agents de joueurs. 2 d'entre eux en particulier se retrouvent dans le collimateur de la justice, Dejan Veljković et Moji Bayat. Inculpés tous les deux, le premier passera aux aveux, ce qui fera de lui le premier repenti dans l'histoire du foot belge. Le deuxième sera libéré sous caution. L'enquête révèle des pratiques frauduleuses entre les agents et les clubs, en particulier des transferts assortis de commissions colossales. Septembre 2021. Moji Bayat est à nouveau sur le devant de la scène avec cette fois la diffusion, vous l'avez dit, il y a une semaine sur la RTBF du reportage Le milieu du terrain. Les éléments produits par les 2 réalisateurs, Thierry Luthers et Patrick Remac, suggèrent entre autres que l'agent aurait influencé les play-offs de la Jupiler Pro League lors de la saison 2013-2014, remportée par Anderlecht en distribuant des montres de luxe à plusieurs joueurs. Le docu évoque en effet la remontée pour le moins inattendue du Sporting face à Genk et plusieurs témoins s'interrogent sur les liens plus qu'étroits entre Bayat et les 2 clubs. Selon d'anciens joueurs, Bayat offrait des montres en vue d'influencer les matchs. Notons qu'il a déposé plainte pour diffamation et violation du secret de l'instruction. Alors Thierry Luthers, je vais commencer par vous. C'est un document journalistique. Alors il y a évidemment la justice qui va faire son travail. Le rôle des journalistes, c'est de mettre le doigt parfois là où ça fait mal. Mais est-ce que ce que vous avez décrit dans ce documentaire, ça doit être généralisé à l'ensemble des matchs, à l'ensemble du monde du foot, ou pas ? Non, certainement pas. Je voudrais d'abord faire une petite précision, c'est que Dejan Veljković va devenir le premier repenti, non pas de l'histoire du football belge, mais de l'histoire de la justice belge, ce qui est un petit peu différent. Et donc, non, on a voulu montrer un petit peu une radioscopie du football belge, avec ses côtés en effet peu reluisants. La corruption, ça a toujours existé, mais là, évidemment, avec l'ancrage du Footgate, on avait une ligne de conduite assez structurée et solide, qui nous a permis de faire quelques révélations. En fait, ce n'est pas nous qui les faisons, ce sont des témoins, qui, pour la plupart qui restent anonymes, qui dénoncent toute une série de pratiques qui ont eu lieu. Alors, c'est un travail journalistique, on le répète, il y a une enquête judiciaire et la condamnation qui compte, c'est celle de la justice, ça veut dire qu'il y a la présomption d'innocence qui s'applique, évidemment. Est-ce que vous avez été surpris de ce qu'on vous a dit dans ce travail d'enquête ? J'ai d'abord été surpris de ce qu'on ne m'a pas dit.
C'est-à-dire qu'en fait, personne ne voulait parler. Donc, l'omerta, ça, c'est vraiment quelque chose de réel. Ça a été très, très long pour nous de convaincre des gens de parler. Il y a une sorte de chape de plomb qui règne sur ce milieu très fermé, très clos, un peu incestueux, où tout le monde se connaît, où tout le monde fait du business ensemble depuis quelques années. C'est un marché très petit, hein, le football belge. Mais donc, c'est vrai que c'était pire que ce que je ne pensais. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de mensonges. Et il y a ce côté très autarcique. Et moi qui adore le foot, les commenter toutes les semaines, j'ai vu la face sombre du foot et voilà, c'était encore pire que ce que je n'imaginais. Benjamin Vasseur, comment est-ce que vous réagissez, hein, vous êtes administrateur à l'Union belge, vous vous occupez de la Fédération bruxelloise, ça vous surprend et vous avez envie de dire bravo les journalistes pour ce que vous avez fait, vous avez envie de relativiser en disant attention, ce n'est que quelques moutons noirs dans un troupeau de brebis qui reste majoritairement blanches? Moi, je comprends et je salue toujours. Quand on travaille, il faut montrer les résultats. Je suis toujours partisan de la liberté de la presse. Et par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, ce sujet-là touche certains cas, mais on ne peut pas non plus en faire une globalité pour le monde du football. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est dénoncé ou expliqué par le reportage de Thierry, c'est surtout une problématique qui est liée à de l'influence, mais par rapport à de l'argent, un critère économique, etc., qu'on peut retrouver très bien en politique aujourd'hui avec les Pandora Papers, qu'on a connu dans le cyclisme, qu'on a connu dans le monde bancaire, etc. Et donc, je pense que dès qu'il y a des enjeux financiers qui sont très, très élevés, ça peut porter à préjudice dans la gestion. Je veux dire, que ce soit même dans la vie de tous les jours, on sait bien qu'il y a des problèmes complexes au niveau d'allocation sociale, de chômage ou autre. Et donc, je pense que le caractère financier, c'est compliqué. Alors, évidemment que je suis contre tout ce qui se passe. Hein. Ouais. On parle quand même de matchs truqués. Or, il y a des dizaines, des centaines de milliers de Belges, peut-être des millions qui suivent le championnat de foot, qui vibrent avec leur équipe de foot. Ça donne quand même une petite responsabilité morale. Est-ce qu'à l'Union belge, on peut dire aujourd'hui, si les allégations, les accusations sont avérées, si on va jusqu'à la condamnation en justice, on prendra des actions pour écarter les personnes dont on parle, les corrupteurs et les corrompus, et pour prendre d'autres décisions qui permettraient d'éviter ça à l'avenir. Est-ce que c'est possible ? Mais écoute, tu l'as dit toi-même, je pense que si les faits sont avérés, et donc moi je ne veux pas me substituer à un juge, donc il y a des enquêtes, il y a des choses qui sont faites, et je ne suis pas journaliste, et donc je pense que nous, à la Fédération, on doit attendre. On a pris certaines mesures de disposition par rapport aux arbitres, par rapport aux agents, on a mis des choses en place avec une clearing house. Donc moi, je suis rentré à la Fédération en octobre 2018, au comité exécutif et au conseil d'administration. Et donc, depuis ce moment-là, on est en train de mettre en place du compliance, de l'AML, du contrôle. Et donc, il y a des choses qui se font, mais évidemment, on doit, comme tout le monde, attendre le résultat de l'enquête et le jugement. Benjamin Vasseur, vous avez fait vous-même un parallèle avec la politique. En politique, quand un homme ou une femme politique est inculpé, son parti lui demande de démissionner. Est-ce que c'est le cas également dans le milieu du foot ? Je pense qu'ici, la problématique qu'on a à la Fédération de football, c'est le fait que les personnes ici, ça concerne la police. Alors, je ne dis pas que dans le football amateur, tout est mieux, tout est plus beau, mais ici, par rapport à ça, les arbitres ont été écartés immédiatement. Et donc, les agents de joueurs, en fait, ne collaborent pas avec l'Union belge. Donc, nous ne sommes pas les employeurs et nous ne sommes pas ni le parti politique. Et c'est ça, en fait, qui est un peu difficile pour nous. Pas juste. Par rapport à ce n'est pas juste ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas juste. Alors, je vois que Thierry Luthers, on va lui donner la parole dans un instant. On va revenir chez vous dans un instant, Thierry. Mais je voudrais d'abord avoir quand même terminé le tour de table avec Jean-Michel de Waal. C'est pas la première fois qu'on s'inquiète de la moralité dans le football, de matchs truqués. Et la Belgique n'est pas non plus une exception. On se pose d'autres questions. Par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup de Bernard Tapie ces derniers jours. On se rappelle du match OM Valenciennes, par exemple. Est-ce que le problème, c'est l'argent et les agents de joueurs, Jean-Michel de Waal, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Donc je pense que c'était une partie du problème, mais c'est plus compliqué que ça, et je pense que c'est révélateur de la société belge de façon générale, où on vit quand même terriblement dans un, voilà, comme Thierry Luthers l'a dit, dans un entre-soi, dans des copains, dans du copinage, où tout le monde connaît tout le monde.
où les entraîneurs vont tourner de club en club et où effectivement l'idée de devoir rendre des comptes, l'idée d'être évalué est peu présente tout de même dans nos habitudes. Donc je pense que c'est il manque une peur du gendarme dans le foot. Moi, je pense que la grande question est comment peut-on changer le football aujourd'hui. Je pense que dire que le football belge et international a des solides problèmes de corruption à tout niveau est une évidence. Je m'inquiète toujours du peu d'écho qu'ont les réflexions sur comment est-ce qu'on peut réguler. Parce que ce qui est important pour les citoyens, alors que le football a une telle importance dans nos sociétés, c'est de montrer, que ceux qui ont fauté seront punis, et de montrer qu'on peut réguler le football et qu'il y a encore un pouvoir qui peut réguler les choses, qui peut organiser les choses, parce que sinon, on a vraiment l'impression que c'est tous pourri et on ne peut rien faire. Alors, si on ne peut rien faire, ça, Madame Le Pen en France et d'autres ministères vont être absolument ravis. Donc, il faut bien avoir toutes les implications citoyennes du laisser-faire, laisser-aller, dont je pense que les autorités du football en Belgique ont une part de responsabilité. Alors on va revenir sur ce problème des sanctions. Je donne la parole à Thierry Luters qui s'insurgeait lorsque Benjamin Vasseur disait il faut faire la distinction entre les professionnels et les amateurs, ça ne se passe pas partout de la même manière. Oui, parce que la fédération dispose de ses propres moyens. Il y a un parquet fédéral qui a d'ailleurs mené une instruction pour le match qui était aussi un petit peu bizarre entre Eupen et Moucron en 2014, le même jour que Malines-Waasland-Beveren. Là-dessus, j'ai pas mal travaillé aussi. C'est une enquête qui, pour moi, a été bâclée et peut-être faute de moyens nécessaires du côté de la Fédé, mais de dire que la Fédé n'a rien à voir là-dedans, c'est tout à fait inexact. Et voilà, donc il y a un règlement fédéral qui existe, il y a des articles qui s'appellent falsification de match, tentative de falsification de match, donc ça existe et je ne comprendrais pas qu'on n'indague pas après ce qu'on a révélé dans le documentaire, notamment par rapport à 2014, voire même à 2017. Est-ce que c'est différent dans le football amateur pour vous, Thierry Luters? Est-ce que le problème dont on parle, il est circonscrit au seul professionnel, donc la division 1A, la division 1B? Non, il y aurait... Mais vous savez, j'aurais pu faire 6 épisodes, mais j'ai dû m'en tenir à un. Mais je pense qu'il y a en effet de la corruption à tous les étages et que dans certains cas, ça démontre à 200 000 € et j'en descends plus bas, ça sera peut-être un casier de bière. Je pense que la corruption, elle a toujours existé dans le monde du sport. Malheureusement, c'est le côté le plus sombre du sport et ça existera toujours. Alors Benjamin Vasseur, est-ce que les autorités du football ont les moyens d'intervenir et est-ce qu'elles ont la volonté d'intervenir? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Je vais vous répondre et répondre à Thierry que je ne suis pas contre ce qu'il dit. Parce que simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui en termes de fédération de pouvoir maintenant agir à 200%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore jugé. Alors le parquet, effectivement, on a un parquet fédéral, mais la séparation des pouvoirs est bien présente. Mais vous l'avez fait pour Malines, monsieur. Vous l'avez fait pour Malines, que vous dites est inexact. Vous l'avez fait pour Malines. Oui, on va laisser Benjamin Vasseur. On ne peut pas dire des choses qui sont historiquement inexactes et réglementairement inexactes. Allez, on va laisser Benjamin Vasseur finir. L'a fait pour Malines. Non, mais comme j'ai dit, par rapport à tout ça, il y a une enquête, il y a une instruction qui est lancée. Moi, je ne peux pas me substituer aujourd'hui et je ne suis pas au courant, je le dis, de ce que le parquet fédéral de la fédération fait. Ça, c'est la séparation des pouvoirs entre un administrateur et le parquet fédéral. Donc, moi, mon rôle, c'est de veiller. Alors, je suis d'accord qu'on doit agir et on a une volonté claire au sein de la fédération d'agir. C'est pour ça qu'on a mis en place Secteering. C'est pour ça qu'on met des contrôles AML, des contrôles compliance, etc. Alors, AML et compliance, il faut expliquer, Benjamin Vasseur. C'est tout ce qui concerne, on peut résumer, autour du blanchiment d'argent, autour du fait du conflit d'intérêts, des cadeaux, etc. Donc, tout ça, maintenant, en Belgique, on a mis en place pour réguler tout ça. Là où maintenant une fédération est aussi bloquée, c'est que on peut pas. Il y a des transferts qui se font européens ou mondiaux, et donc c'est là qu'on a la problématique. Pourquoi? Parce que ces règles-là, on est un petit peu précurseur à part d'autres pays. On est un petit peu précurseur, et donc ça ne s'applique pas dans toute l'Europe. Ça ne s'applique pas au niveau mondial. Vous avez vu les transferts qui se font entre l'Espagne et la France pour des sommes pharaoniques. Vous voyez bien qu'il y a certains joueurs professionnels au PSG qui sont maintenant payés en bitcoins, en partie. Et donc, des choses comme ça. Et donc, c'est assez compliqué de prendre les règles qu'on a mis en place pour les mettre à l'Europe. Alors, on fait du lobbying pour ça. Mais il faut vous dire, Thierry l'a dit, c'est vrai qu'à tout niveau, et je pense que ce n'est pas que dans le monde du sport, c'est dans notre société,
il y a des conflits d'intérêts, il y a de la corruption, il y a des choses et il faut combattre. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas facile de faire ça. Ouais. Alors je vois Jean-Michel, je vais donner la parole à Jean-Michel De Waal, dont je vois qu'il fait un petit peu la moue. Est-ce que le problème effectivement est un problème de foot européen et un problème de ramification? Parce qu'on le sait tous, la plupart des clubs belges et la plupart des agents de joueurs présents en Belgique, ils ont des ramifications avec des clubs français, des clubs anglais, italiens, etc. On est devenu une espèce de plaque tournante de gens qui sont malhonnêtes mais qui sont toujours basés ailleurs? Enfin, à la fois oui, mais évidemment que la régulation et l'organisation du football de demain doit être pensée au minimum au niveau européen. Mais vous savez, c'est un peu comme on connaît bien, ça c'est toujours la faute à l'Europe. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est la faute à l'Europe et pour ne pas prendre ou pour ne pas moderniser les choses, on s'en remet toujours à un bouc émissaire parfait qui est l'Europe. Alors ici, c'est très compliqué parce que c'est pas simplement l'Union européenne, c'est l'UEFA avec des pays jusqu'en Asie centrale. Donc évidemment que c'est compliqué. Mais je pense tout de même que la fédération a péché dans un manque de modernisation. Elle est restée organisée comme le football du 19e siècle ou le bon football de papa, alors qu'on est passé dans un football qui est un secteur économique à part entière et qui doit être organisé, structuré, régulé et contrôlé comme un secteur économique. Et il me semble que la fédération doit au moins admettre qu'elle a un gros retard de professionnalisation à ce niveau-là. Alors, je vais donner la modernisation gênait beaucoup de monde. On va donner la parole à Benjamin Vasseur. Dans un instant, je vais juste faire un petit retour en arrière pour qu'on soit conscient que le problème n'est quand même pas nouveau. On va parler de Zéounié. C'était il y a 15 ans, Sabine Rigolaï. On remonte à 2006, là, effectivement, Fabrice, un énorme scandale de matchs manipulés et de paris truqués qui s'est donc cristallisé autour de cet homme d'affaires chinois Zéounié et d'un club alors en difficulté, le Lierse. Le premier avait investi dans le second et exigeait des joueurs et responsables du club de truquer les matchs en échange de copieuses sommes d'argent. Le système fonctionnait comme un véritable réseau mafieux. 18 matchs de D1 pour l'essentiel auraient ainsi été faussés au bénéfice de parieurs asiatiques au cours des saisons 2004-2005 et 2005-2006. Près de 10 ans après, en 2014, 31 prévenus se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, condamnés à 5 ans ferme. Zéounié n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent qu'il a été assassiné par la mafia des paris. Alors, Benjamin Vasseur, l'affaire Zéounié, c'est un petit peu vieux. Mais malgré tout, ça met quelque chose en exergue. Est-ce que vous, en Belgique, vous avez les moyens de vos ambitions? Et pour prolonger un petit peu ce que dit Jean-Michel De Waal, est-ce qu'on est conscient à l'Union belge et dans l'ensemble du monde du foot qu'en fait, on ne gère pas que du foot et qu'on gère des sommes colossales d'argent, qu'on gère de l'image, qu'on gère de l'émotion populaire, qu'on gère peut-être aussi un petit peu de la politique? Et est-ce que vous avez les moyens de faire tout ça? Écoute, je pense que, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre ce qui est dit ici et échangé, et je suis même pour. Et oui, on doit trouver les moyens. Ce n'est pas une question de dire on les a ou on ne les a pas. On doit investir pour moderniser. Donc Jean-Michel l'a dit, on doit moderniser. On est en train de le faire. Mettre toute une politique de régulation telle qu'on peut avoir dans le mode financier, ce n'est pas simple à faire. Donc il faut quand même faire accepter. La manière dont la fédération est aussi organisée, on peut imposer certaines choses, mais vous doutez bien qu'au niveau du règlement fédéral, celui-ci doit aussi être voté. Donc, on a un processus qui est assez lourd. Et donc, par rapport à ça, je vous l'ai dit, on a mis un processus de vérification pour suivre tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est compliance au niveau conflit d'intérêts, etc. Maintenant, la chose, c'est on avance. Mais que vous voulez... Allez, s'il y avait une recette miracle... Franchement, je serais le premier à aller la proposer. Peut-être on voit la gouvernance de la fédération. Vous pouvez peut-être quand même réformer la gouvernance de la fédération et empêcher qu'un président de club, enfin, je veux dire, réformer déjà les structures de la fédération. C'est quand même... Donc, parce que... Benjamin Vasseur, mais si je peux intervenir, Jean-Michel, par rapport à ça, je pense qu'il y a une méconnaissance de comment la fédération est organisée. Et donc, pour vous dire, aujourd'hui, on a un conseil d'administration de 10 personnes, avec 2 nouveaux administrateurs indépendants. 4 personnes qui viennent du football amateur et 4 personnes du football professionnel. Mais au niveau du conseil d'administration auquel je siège, nous avons délégué la gestion de la fédération à un comité de direction dans laquelle vous n'avez pas de président de club ou de CIO de club. Mais enfin, si Mehdi Bayat se représentait, il aurait été réélu président.
et il était administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Mais M. Luther, si vous avez Et vous suivi... parlez de conflit d'intérêts. Attendez. Allez. Non, mais vous parlez ici de ce cas-là. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération, en juin, a démontré quand même la volonté d'aller vers des administrateurs indépendants. Et vous avez vu que... Attendez, vous avez contourné le règlement. Allez, vous avez contourné le règlement. Vous avez voté un règlement ex abrupto parce que vous ne pouviez pas nommer un administrateur indépendant immédiatement. Et vous avez contourné en mettant un vieux serviteur du football néerlandophone pendant 1 an pour un mandat d'1 an. Vous trouvez que c'est pas ce que la gueule des gens? Allez, attendez. Je comprends votre position. Un vote. C'est pas ma position, donc, ce sont des faits. Allez, ce sont des faits. On laisse Benjamin Vasseur répondre. Non, mais que l'Union belge vous donne des leçons de gouvernance, ça c'est l'hôpital qui est sous la charité. Allez, on laisse Benjamin Vasseur répondre. Allez, je pense, Thierry, avec tout le respect que j'ai pour le travail, je pense ne pas avoir fait la morale ici, loin de là, avoir dit qu'on y travaille. Je pense qu'on est conscient de tout ça. Je pense que l'élection du président, il y a des choses qui se sont passées, c'est un conseil d'administration, je ne vais pas revenir dans les secrets du conseil d'administration, mais il y a des choses que vous dénoncez ici qui peuvent être mal prises. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, Jean-Michel a raison, on doit se moderniser parce que la lourdeur du règlement, la lourdeur qu'on a aujourd'hui du règlement et des arcanes du football ne permettent pas tout le temps d'avancer rapidement. Et c'est ça la problématique. Pourquoi ? Et donc, comme vous dites, on ne pouvait pas nommer maintenant un indépendant. Donc, du coup, il y a une personne qui est là pendant 1 an. Est-ce que c'est contourner finalement tout le règlement ? Oui et non. Je pense que là, il y a matière à discussion et on a eu cette discussion. Ouais. Donc, parce qu'on a suivi les statuts. Alors, c'est un point particulier. On va peut-être pas faire toute la fin de l'émission là-dessus. Benjamin Vasseur, moi j'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que le football, c'est pas trop sérieux pour le laisser aux mains des gens du football ? Et alors, on parle de la fédération là, on pourrait parler du parquet fédéral que vous avez mis en place. Alors, je sais qu'il y a des magistrats, mais est-ce que finalement, c'est pas ça le problème ? C'est de se dire, le football, ça peut pas être un État dans l'État, il peut pas échapper aux règles. Et finalement, ce sont vraiment des magistrats, des policiers spécialisés en matière financière et d'autres qui doivent indaguer et surveiller le monde du foot. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas ? C'est quelque chose dans lequel on est d'accord parce qu'on met en place les choses. Donc le parquet fédéral, effectivement, c'est des magistrats qui sont indépendants de la fédération. Au niveau, par exemple, des licences, on a créé une commission licence avec des gens extérieurs. On a quand même tous en souvenir le fait qu'à chaque fin de saison, on se dit tiens, ce club-là, il n'est pas tout à fait en ordre, et puis il est quand même quasiment à chaque fois, si c'est un bon club, un grand club, il est à chaque fois repêché. Ou alors j'ai mal suivi ce qui s'est passé ces dernières années. Mais moi, pour vous dire, et vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais par rapport aux licences, etc., j'ai l'info qu'en même temps que vous. C'est-à-dire qu'une fois que l'info est communiquée, ça veut dire que la commission des licences est indépendante et il y a une partie avec la Pro League et une partie avec la fédération. Et donc, ce n'est pas quelque chose dans laquelle nous n'intervenons, que ce soit du monde amateur ou du conseil d'administration. Et donc, il faut vous dire que s'il y a une licence qui semblait compliquée, finalement, on appelle au CBAS, parce que souvent, c'est au CBAS, c'est que ça passe. Le CBAS, ce n'est pas non plus la fédération de football. Et nous n'intervenons pas. Donc, il y a quand même certaines choses. Donc, j'apprends en même temps que vous les informations. Et donc, est-ce qu'on doit remettre en question le CBAS aussi alors ? Ouais. Alors, je vais donner la parole une dernière fois à Thierry Luther. Thierry Luther, vous avez dit dans une interview, et ça m'a beaucoup frappé, si j'étais pas à la fin de ma carrière, j'aurais sans doute pas sorti cette enquête. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que si je l'avais fait il y a 10 ans, j'aurais quitté le milieu du sport parce qu'en fait, je vous ai dit que c'était l'omerta, que quand quelqu'un parle, c'est forcément mal vu. Je précise tout de suite que je n'ai reçu absolument aucune menace, ni avant, ni pendant, ni après mon documentaire, mais que là, je l'avais dit un peu à boutade à mes amis, c'est une sorte de testament journalistique que je fais parce que je suis un petit peu écœuré de ce milieu et que je ne serai plus là dans quelques mois. Ça veut dire que vous n'avez plus envie de commenter des matchs de foot ? Ah non, je vous ai expliqué que je faisais le distinguo entre le jeu que j'adore et les coulisses que j'aime de moins en moins. Bon, Jean-Michel De Waal, on a entendu Benjamin Vasseur. Alors, on le remercie d'avoir participé à ce débat parce que c'est pas facile, il est dans la position de l'accusé. Est-ce que malgré tout, vous pouvez reconnaître qu'on prend les choses en main et qu'il y a plus d'attention sur le foot aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, alors qu'il y avait peut-être déjà beaucoup de corruption à l'époque ? Non, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Je toujours après coup. Et j'espère que le travail que Thierry Luther a fait va être suivi parce qu'on a absolument besoin que les journalistes sportifs ne parlent pas uniquement de ce qui se passe sur le terrain, mais on a absolument besoin que les journalistes sportifs s'occupent aussi de ce qui se passe à côté du terrain
faut être parfois des lanceurs d'alerte pour pouvoir faire le travail. Sans le quatrième pouvoir, les choses ne bougeront pas. Je sais bien, c'est vrai en politique, c'est vrai dans le milieu économique, c'est vrai dans le sport aussi. Ouais. Benjamin Vasseur, un mot là-dessus. Vous remerciez la presse d'avoir joué son rôle ou ça vous embête un petit peu ? Non, mais moi, comme je l'ai dit au tout début, je ne peux que saluer le travail quand il est fait. Thierry a tapé dans la fourmilière. Il dit que c'est un testament, mais moi, je pense que voilà, il a fait son travail. Il a écouté sa façon de penser et son éthique. Et donc, c'est quelque chose pour lequel, même le débat d'aujourd'hui, moi, je retiens. Si je suis là à mon âge et si j'ai envie, c'est pour essayer d'améliorer les choses. Donc, je tiens en considération tout ce qui a été dit. Et par rapport à tout ça, les choses qui ont été mises en place, Jean-Michel l'a dit, c'est peut-être pas encore assez Allez, fort. je vous pose une dernière question. Je vous pose une dernière question délibérément provocante, Benjamin Vasseur. Est-ce que vous faites le poids face à des grosses machines, le Football Club de Bruges, le Sporting d'Anderlecht, éventuellement le Standard cher à Thierry Luthers ou à d'autres Wallons, quand il faut parler gros sous, règlements, sanctions, etc. Et alors, j'ai envie de vous dire, on fait le poids au niveau des amateurs dans le conseil d'administration, dans les matières pour lesquelles on peut intervenir. Après, tout ce qui est sanctions, etc., tout ça appartient à la Pro League. Et moi, émanant du football amateur, je ne peux pas aller faire de l'ingérence dans la Pro League. Je veux dire, la Pro League est quand même une entité. Et donc, on peut que intervenir en disant clairement, on se pose des questions. L'image du football aujourd'hui a été abîmée par rapport à tout ça. Et moi, là où j'en suis le plus triste, c'est que le football amateur, où il y a des bonnes actions avec les enfants, les jeunes, les enfants handicapés, etc., tout ça n'est pas mis en lumière. Et le sport, et c'est ça qui est le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, le sport et ses valeurs ont pris un coup par rapport à tout ce qui se passe. Mais je dois dire un truc très important, Fabrice, si vous le permettez. Ce sera le dernier mot. La balle n'est pas dans le cas de la fédération. C'est pas la fédération qui va décider maintenant. C'est la justice et la politique. C'est très différent. Parce que la politique peut mettre un terme aux avantages sociaux scandaleux accordés au foot professionnel. Et la justice, croyez-moi, elle va faire son boulot et ça va venir dans les semaines qui viennent dans tous les dossiers à Hasselt et à Bruxelles. Voilà, on verra ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Benjamin Vasseur, président de Bruxelles Football et administrateur à l'Union belge. Jean-Michel De Waal, qui est professeur politologue à l'Université libre de Bruxelles. Et Thierry Luthers, journaliste donc à la RTBF. Merci d'avoir participé tous les trois à ce débat.